Après avoir vu donc l'enthalpie de formation indiquée avec un sigle degré, comme on peut voir ici, hein, il y a une espèce de sigle degré, elle est donnée aux conditions standards. Alors, les conditions standards, l'état standard il est donné à 298,15 Kelvin ainsi que à 100 000 pascal. Mais dans les anciennes tables, on a encore beaucoup d'anciennes tables circulent. Et la pression là, elle est donnée à 101 325 pascal. Vous pouvez voir ici par une des remarques. Euh, voilà. Euh, la pression conventionnelle standard est à 100 000 pascal, mais bon, si vous prenez 101 325, c'est ce qui était calculé dans beaucoup de tables auparavant. Bon, entre la différence entre 100 000 et 101 325 pascal, je dirais un petit écart, hein, ça ne se ressent pas très fort. Voilà, donc on met dans les tables, sauf si on a des tables très complètes, alors là en ce moment elles sont données à différentes températures, mais si on a des tables, je veux dire, on va dire normales, on va dire des tables élémentaires, ben alors à ce moment-là, si ce sont des tables élémentaires, elles sont données à 298,15 Kelvin. Voilà, donc vous voyez ici, la température est de 98,15 Kelvin en CSTP, ce qui veut dire 25 degrés Celsius. Hein. Voilà. Bon, et si on a des tables complètes, ben là on peut avoir à différentes températures. Mais le standard, il est donné à 298,15. C'est, si vous voulez des données, par exemple, telles que l'enthalpie de formation standard d'une molécule, eh bien, elle est donnée à 298,15, à une pression de 10 000, de 100 000 pascal. Voilà. Alors maintenant, si je reviens sur la bombe calorimétrique, je vous rappelle que il y a les bombes calorimétriques qui mesurent le QV et des bombes calorimétriques qui mesurent le QP. De certaines vont mesurer le QV qui est le delta U, voilà, le QV qui est le delta U. Voilà, certaines vont mesurer le delta U, le QV, et d'autres bombes calorimétriques mesurent à pression constante, qui est le QP, la pression atmosphérique. Voilà. Qui dit pression atmosphérique dit une variation de volume. Hein. Variation de volume qui est ici. Voilà, la variation de volume est. Enfin, comment on appelle ça, l'énergie de pression qui va effectuer une variation de volume, elle est là. C'est ça. C'est 8, en fait, c'est RT delta NG. En fait, ça c'est. En fait, RT delta NG n'est tout simplement, tout bonnement, que l'écart de PdV. PV2 moins V1. PV2 moins V1, ben c'est ceci. C'est RT delta NG. Donc, il suffit de regarder la température qui est une grandeur macroscopique et la variation du nombre de moles de gaz qu'on connaît au travers des réactions chimiques, mais on sait trouver que vaut le PV2 moins V1. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il est difficile de mesurer la variation de volume. Hein. C'est tellement fin, tellement petit que voilà, il faut passer par un passage, un tour de passe-passe. La température, ça on sait la prendre, il n'y a pas de problème avec un thermomètre. Et la variation du nombre de moles de gaz, on sait faire intervenir, on sait, d'après les réactions chimiques, trouver la variation du nombre de moles de gaz. Par contre, pour mesurer un petit volume, très très petit volume, c'est compliqué. On sait bien que la pression qu'on connaît, la pression atmosphérique qui agit, mais le delta V est difficile à mesurer. Donc en passant par cette formule-là, c'est plus facile à calculer, si vous voulez, le P delta V en ayant la température et la variation du nombre de moles de gaz. C'est plus facile. Bon, ceci étant dit, je vais regarder un petit peu comment on appelle ça, des conventions ainsi que des conditions pour que, je veux dire, pour que tout ça ait lieu. Alors d'abord, je vous en ai déjà parlé, hein, mais je refais une petite vidéo qui va parler exclusivement des conditions, des conventions. Une des premières conventions, c'est que, je vous l'avais dit, si on a un système, non, je vais faire, voilà, un système, par exemple, voilà, un système initial, des réactifs,
on fait la somme voilà, des enthalpies, on se rend compte que, voilà, enfin, je vais prendre en général, je ne vais pas prendre un cas particulier, je prends en général. Quand on a un système, bon, si voilà, on apporte de la chaleur au système, on a une transformation qui est exothermique. Le système prend du milieu extérieur de l'énergie calorifique. Donc, il s'enrichit en énergie calorifique. Par contre, si le système perd de l'énergie calorifique, à ce moment-là, le Q est négatif. Voilà, et voilà, le milieu extérieur s'enrichit en chaleur et le système s'appauvrit en chaleur. Bon. Alors, pour l'enthalpie, ce sera une convention non pas comme ici. Ici, c'est une convention qui est égoïste, mais c'est ça tout le contraire, c'est-à-dire qu'on aura un signe moins qui va intervenir entre les deux parce qu'ils sont opposés. Ils sont opposés. Donc, comme il y en a un qui est égoïste et l'autre altruiste, donc quand le Q est positif, le H sera négatif, et quand le Q sera positif, le H sera positif. Comment montrer ça? Par l'intervention d'un signe. Voilà, pour dire que c'est opposé. C'est opposé. Voilà, c'est opposé. C'est pour dire que c'est opposé. Donc, si là, Q est positif, mais là, le Q il est négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins là. Il y a un moins. Alors, si Q est positif, le H sera négatif. Mais maintenant, si le Q il est positif, là c'est l'opposé, donc le H sera négatif. Effectivement, si le Q est positif, le H est négatif. Donc ça se met au travers d'un moins. Bon, ça c'est pour les conventions. Maintenant, en ce qui concerne les conditions. Les conditions, il faut aller voir comment se font expérimentalement les essais. Les essais, si on va voir la bombe calorimétrique, bien sûr ici c'est une bombe calorimétrique qui va fonctionner à, comment est-ce qu'on appelle ça, à volume constant, puisqu'il va mesurer dans ce cas-ci le delta U. Regardez qu'il mesure le delta U. Le QV mesure le delta U. Donc la chaleur à volume constant. Voilà, donc on a entre les réactifs et les produits un volume qui ne varie pas. Voilà, un volume qui ne varie pas. Ou tout simplement un nombre de moles de gaz qui ne varie pas aussi. Hein, parce que là, à ce moment-là, on a delta H égale delta U et le QP est égal au QV. Hein, voilà. Donc là, on peut déterminer voilà, le pouvoir calorifique. Alors, je vous dis qu'il y a une très grosse pression à l'intérieur. D'ailleurs, il faut faire très attention parce que ça m'explose. Et le tout, c'est de mettre au rouge, faire chauffer au rouge un fil électrique, voilà, par, là, comment on appelle ça, la loi de Joule, E égale R fois, et la résistance interne fois le courant au carré fois T, qui est, voilà, l'énergie calorifique de Joule. Voilà, on fait chauffer, bon, voilà, un corps dans un, comment on appelle ça, dans un, voilà, un cours dans, je sais plus quoi, je sais plus comment on appelle ça. Voilà la substance étudiée dans une bombe calorimétrique, c'est ça. En fait, c'est un calorimètre, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est un calorimètre, on voit l'agitateur, le thermomètre, voilà, et la bombe calorimétrique pour laquelle on va faire réagir la solution. Et là, on a le dispositif de mise à feu ici. Hein. Voilà, avec les deux fils électriques ici. Voilà, on fait chauffer au rouge. Et là, on a la substance à étudier. Voilà. Alors, les conditions de ça, c'est quoi? Bon, tout d'abord, je vais relire encore une fois la bombe calorimétrique. La bombe calorimétrique est un porte-échantillon en acier, habituellement cylindrique, muni d'un fil de mise à feu intérieur par effet Joule, fermé par un bouchon fileté étanche. Bon, donc c'est fermé, bon, vous comprendrez que on mesure le QV, puisqu'en fait c'est isolé. Si c'était ouvert, on mesurait le QP. Donc là, il y aurait une pression qui viendrait faire une variation de volume, mais une faible variation de volume. Mais ce n'est pas le cas ici. Là, c'est un calorimètre qui mesure le QV, pas le QP. Voilà. Alors, parce qu'on ferme tout justement. Alors, capable de supporter une combustion explosive en présence de 30 bars d'oxygène. Voilà, l'oxygène étant le comburant qui a une pression de 30 bars. Placée dans un calorimètre, elle permet de mesurer
le dégagement de chaleur. Bien sûr, qui dit oxygène dit combustion, hein, parce que d'office, on aura des combustions, et la réaction de combustion, d'office, c'est exothermique. Hein. On aura des réactions exothermiques à l'intérieur, d'office. Hein. Voilà. Parce qu'on fait intervenir l'oxygène. Voilà. Et donc des réactions de combustion. Donc on a, si vous voulez, une enthalpie de réaction, une enthalpie de formation, mais c'est une enthalpie de combustion parce qu'on a une réaction de combustion. Alors placée dans un caloromètre, elle permet de mesurer le dégagement de chaleur. Donc on aura une réaction fortement exothermique, enfin fortement, justement, c'est une des conditions pour que ça ait lieu. Il faut que, voilà, une des conditions, c'est que la réaction soit fortement exothermique, hein, avec l'oxygène. Voilà. Alors l'échantillon, son poids, il est connu, et il est introduit dans la bombe sous une pression élevée, donc de 30 bars ici. Alors, elle permet de mesurer donc le dégagement de chaleur et donc fatalement la variation d'énergie interne delta U. Voilà. Et à partir de là, on peut calculer via les formules le delta H, parce que delta H est égal à delta U plus RT delta NG. RT, constance des gaz, parfait. Ouais, j'ai déjà effacé. Delta H est égal à delta U, et ça c'est le QV. Hein. Le QV, voilà, et ça c'est le QP. C'est la chaleur à pression constante, comme si on devait faire, voilà, la mesure de chaleur, voilà, à circuit, enfin à échantillon, enfin à ouvert, hein, à vase ouvert ou à récipient ouvert. Voilà. J'ai encore fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Voilà, le QP et le QV, plus la différence entre les deux, c'est qu'il y a RT, constante des gaz parfait, T, ouais, parce qu'on considère que le gaz est parfait, bien qu'on a une certaine, on a un atmosphère, mais le gaz est quand même parfait. Il est considéré comme parfait, bien qu'on a une atmosphère au-dessus, parce que les gaz parfaits, c'est des gaz à très basse pression, mais un atmosphère, on ne peut pas dire que c'est une très basse pression, mais on le considère comme un gaz parfait. Voilà. Donc delta Ng, qui est la variation du nombre de moles de gaz. Voilà. Et si la variation du nombre de moles de gaz dans la réaction chimique est nulle, mais on se retrouve avec un QP égale QV. Voilà. QP égale QV. Alors, retournons ici. Donc, ce que je voulais dire, donc, dans ces conditions, la chaleur mise en jeu est égale à la variation de la fonction d'état d'énergie interne U. Oui, ça vous le savez, que U est l'énergie interne. Attention qu'ici, c'est l'accroissement delta U. Ça, c'est l'accroissement parce que si vous voulez le DU, c'est la limite quand delta U tend vers 0. Hein. La limite quand delta U tend vers 0, là, c'est égal au DU. La limite quand delta U tend vers 0, ça fait le DU. Voilà. Donc on mesure la variation d'énergie interne via un accroissement, voilà, delta U, un accroissement de chaleur. Via un accroissement de chaleur, on mesure le delta U, qui est la variation d'énergie interne. Attention qu'on mesure un accroissement. Le QV donne un accroissement qui est U2 moins U1. Attention à ça. Le QV ne donne pas U, mais delta U, une variation d'énergie interne. Voilà, donc le problème c'est là-dedans, c'est de savoir voilà, dans les échelles d'énergie, c'est juste, on va dire, voilà, qu'est-ce qu'on mesure, voilà, un écart. Un écart, n'oubliez pas ce que ça veut dire. De 2 à 3, on a un écart, enfin, de 2 à 5. Si je prends 2, 5, on a un écart de 3. Mais si on va de 6 à 9, là on a un écart de 3. Voilà. Et si je vais de 6 à 8, on a un écart de 2. Donc il mesure les écarts, mais on ne sait pas combien sont les valeurs. Voilà, ici. On ne sait pas combien elles valent, ces valeurs-là. Mais on sait bien qu'on a un écart de 3. Donc écart de 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut provenir de 5 moins 2, de 7 moins 4, de 8 moins 5, etc., etc. On a un delta. Le QV mesure un delta, tout comme le QP mesure un delta. Voilà. Mais on n'a pas la référence de départ. Hein. Donc il faudra se fixer une référence de départ
pour avoir les autres. C'est ça que je veux dire. Voilà. Si on a une référence de départ, ça y est, on peut tout trouver, mais là on mesure une différentielle, donc un accroissement. Enfin, quand je dis différentiel, c'est une soustraction, un écart. Quand j'entends différentiel, c'est pas le calcul différentiel comme ici. Là c'est une vraie différentiel mathématique. Quand je dis différentiel, c'est un écart voilà, l'accroissement mesure un écart, dans ce cas-ci, d'enthalpie, parce que c'est un écart d'enthalpie. Donc il va mesurer H2 moins H1. Tout comme celui-ci va mesurer U2 moins U1. Mais on ne sait pas combien vaut U2 et combien vaut U1, si ce n'est que de mettre d'établir une référence. Là, on saura que vaut U1, U2. Alors, revenons à nos moutons ici. Donc ce que je voulais dire, c'est que la chaleur ne dépend plus de la manière de... donc ça permet de mesurer donc, le dégagement de chaleur au cours d'une réaction chimique mettant en jeu donc, des gaz et effectuée à volume constant. Voilà. Dans ces conditions, la chaleur mise en jeu est égale à la variation de la fonction d'état d'énergie interne U. Donc dU est une différentielle totale exacte du système réactionnel delta U égale QV. La chaleur ne dépendant plus de la manière de procéder, on peut aller donc la déterminer. On peut ainsi déterminer le pouvoir calorifique en joule par gramme d'une substance à travers la bombe calorimétrique. La bombe calorimétrique a été mise au point par Pierre-Eugène Marcellin Berthelot en 1879. Alors, pour mesurer le pouvoir calorifique d'une substance, il faut déterminer la chaleur dégagée par cette substance lors d'une réaction de combustion complète. Donc, c'est une réaction de combustion. Alors, voilà les conditions. C'est ça que je voulais voir. La réaction doit être complète, rapide et unique. Bon, voyons voir. C'est ça que je voulais voir, c'était les conditions. Alors, je vais les écrire ici. Complète. La réaction, effectivement, elle doit être complète. Pourquoi complète? Parce que s'il n'est pas complète, on ne connaît pas la quantité exacte de réactif qui a réagi. Alors, pour connaître... Pour plusieurs raisons, il n'y a pas que ça. Au niveau matière, c'est pour connaître... Bon, on va faire en deux, on va scinder pourquoi elle doit être complète. Au niveau matière, c'est fort important. Et au niveau énergie, c'est fort important aussi. Alors, au niveau matière, c'est comme ça, si vous faites une réaction complète, on connaît la quantité exacte des réactifs qui a réagi, d'après la réaction où on connaît les coefficients stoichiométriques. Donc, comme on sait bien qu'elle est complète, on connaît ce qui a réagi. Mais si elle n'est pas complète, on ne sait pas ce qui a réagi. Voilà. Alors, au niveau énergétique, si vous faites un bilan, vous voulez faire un bon bilan, il faut aller à fond. Sinon on aura un bilan partiel. On n'aura qu'un bilan partiel au niveau énergétique, puisque vous n'avez pas fait la réaction complètement. Donc au niveau énergétique, vous n'aurez pas un échange énergétique, je veux dire, qui va arriver à terme. Donc voilà pourquoi elle doit être complète. Alors, ça c'est une chose. Elle doit être rapide, effectivement. Donc je vais le marquer ici, rapide. Alors pourquoi doit-elle rapide? Parce que, je dirais même suffisamment rapide. Sinon on risque d'avoir des déperditions de chaleur, qui est justement, les déperditions sont des perditions de chaleur. On risque d'avoir des déperditions de chaleur qui sont, malgré que le système est très bien isolé, on risque d'avoir des déperditions de chaleur qui sont proportionnelles à la durée. Proportionnelles au temps. Proportionnelles. Donc déperdition de chaleur proportionnelle au temps. Alors,
donc plus vous allez rester longtemps, plus vous risquez d'avoir des déperditions de chaleur. Et donc, vous n'allez pas avoir quelque chose de valable, parce que qui dit déperdition de chaleur, dit perte, qui dit perte, dit bon, je veux dire, vous n'allez pas avoir le bon résultat de ce que vous recherchez. Voilà. Et plus le temps va passer, plus les déperditions sont importantes. Donc le facteur temps est déterminant, il faut faire vite la réaction, c'est-à-dire elle doit se réaliser de manière suffisamment rapide. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est que alors, quand il parle d'unique, qu'est-ce qu'il parle d'unique? Qu'est-ce qu'il veut dire par unique? La réaction doit être unique. Je n'aime pas ce terme-là, unique. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé ça. Mais unique, c'est tout simplement qu'il ne peut pas y avoir de réactions parasites qui vont venir interférer donc la réaction. Voilà. Parce que ça va venir fausser la réaction. Et donc à ce moment, on va mesurer des chaleurs qui ne sont pas en rapport avec ce qu'on veut, mais avec des choses qui se sont incorporées qu'on n'a pas. Bon, qui ne devaient pas s'incorporer. Donc vous allez mesurer des chaleurs qui sont en rapport avec des autres choses, voilà, que ce que vous voulez, en plus que ce que vous voulez. Vous aurez ce que vous voulez, mais en plus avec des éléments parasites, donc vous n'aurez pas le bon résultat. Voilà. Donc la réaction doit être complète. Voilà. Au niveau matière-énergie, il y a une raison, elle doit être unique pour éviter des réactions parasites. Voilà. Si on lit ceci, bon, complète pour éviter donc les corrections difficiles à calculer si une partie de la substance ne s'est pas consumée. Voilà. Rapide pour éviter les déperditions de chaleur inévitables même si le système est isolé correctement. Et unique pour que des réactions secondaires ne viennent pas perturber la mesure. Voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire en fait. Voilà. Le principe de fonctionnement de la bombe calorimétrique remplit ces trois conditions. Voilà. Donc, je pourrais dire qu'elle convient surtout pour la mesure de chaleur de combustion, puisqu'il s'agit de combustion. Hein. Voilà, donc on a un échantillon de poids connu qui est à l'intérieur, introduit dans la bombe, sous une pression bien sûr élevée, en présence d'oxygène. Et grâce à un fil électrique et de l'oxygène, bah, on crée une réaction qui est rapide, voilà, complète et sans parasite. Bon, alors je vous rappelle que on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, hein, on ne peut pas faire toutes les réactions possibles imaginables avec ça. Il y a des réactions possibles, il y a des réactions qu'on ne sait pas faire, donc il faudra appliquer la loi de Hess pour parvenir à trouver quelque chose. La loi de Hess que je verrai par après. Donc ça c'est une méthode, la mesure ici est une méthode directe, mais il existe une méthode indirecte au travers de la par rapport à du connu qui est retiré de la bombe calorimétrique, mais on va mettre des réactions logiques qui vont faire en sorte que, au travers de la loi de la conservation de la matière et de l'énergie, on est, je veux dire, quelque chose qui va se formaliser de manière à venir faire établir un chemin, et que ce chemin-là soit logique, thermochimiquement logique, et qui aboutisse à une situation initiale, à une situation finale, par un autre chemin, par voie d'un ou plusieurs autres chemins. Et donc, grâce à ça, on peut trouver le delta H voilà, de la réaction. Ou si c'est une combustion, le delta H de la combustion. Alors, la réaction, ici, ça doit être aussi suffisamment, je veux dire, exothermique aussi. Hein, la réaction de combustion, une des conditions aussi, c'est que la réaction doit être suffisamment exothermique. Alors, la quantité de chaleur est mesurée par l'élévation de température, bien sûr de l'eau qui est présente dans le calorimètre, parce que c'est un calorimètre. Il va avoir, je sais pas ce que j'ai mis ça, le calorimètre est ici, voilà, tout pour tour ici, il y a de l'eau. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, comme c'est un calorimètre, il faudra comment on appelle ça, l'étalonner au départ, mais on va le faire grâce à l'acide benzoïque. Vous voyez qu'ici, on l'étalonne avec l'acide benzoïque. Voilà, donc c'est un préalable avant de faire toute mesure sur le calorimètre, mais c'est de l'étalonner au préalable. Voilà, et de déterminer son pouvoir calorifique, enfin du calorimètre.
Alors il faut prendre des précautions parce que le calorimètre peut contenir des gaz à forte pression, ça vous le saviez. Il est donc nécessaire d'effectuer des contrôles de qualité nombreux pour éviter tout risque de fuite, voire d'accident, d'explosion. Alors bien sûr, la réaction est amorcée de l'extérieur, hein, parce que voilà, par un fil électrique. Vous le voyez ici, rouge-blanc, un dispositif de mise à feu ici. Mais je veux dire, bon, après avoir fermé le tout, bien sûr, hein, il faut fermer le calorimètre, on ferme correctement le calorimètre, et puis à un moment donné, on tape le top chrono pour envoyer la mise à feu et voilà, faire en sorte que la réaction se passe. Voilà. Et puis, bon, on a un thermomètre pour mesurer l'échange thermique. Hein. Avec un thermomètre, on peut calculer la chaleur via la calorimétrie physique ou thermodynamique, peu importe, on sait mesurer la quantité de chaleur qui ressort de la réaction à l'intérieur de la bombe calorimétrique. Alors le dioxygène, c'est le comburant. Vous voyez ici, c'est le comburant, et ça, c'est l'échantillon à étudier. On veut regarder quelle chaleur qu'elle va dégager en combustion. Il suffit de faire la mise à feu de l'échantillon au travers d'un comburant qui est du dioxygène, donc de l'oxygène O2. On fait la mise à feu, et puis après il y a un fort dégagement de chaleur, voire une explosion. C'est pour ça que c'est une enceinte qui peut résister à de la haute pression. Et donc cette chaleur-là est échangée avec l'eau qui va s'échauffer par échange thermique. Bien sûr, un agitateur va pouvoir faire le mélange de l'eau pour avoir un équilibre thermique, et on va mesurer la température au thermomètre, et à ce moment-là, on pourra calculer la chaleur dégagée par la substance à étudier, et ça va nous donner ce qu'on appelle un QV, parce que ça a été fait à vase clos. Et le QV nous donne le delta U. Le delta U. Voilà, le delta U, c'est le QV va nous donner le delta U. Donc, mais pour ça, il faut que la réaction doit être suffisamment rapide, suffisamment exothermique. La réaction doit être complète, elle ne peut pas être associée à des réactions parasites. Voilà. Alors, maintenant, quand vous faites ce genre de laboratoire, il y a des choses fondamentales à savoir, à faire avant tout. Bon, quand vous faites une réaction, la première des choses, vous savez, c'est très bien ce qu'il faut faire, c'est l'équilibrer. Bon, la première des choses, c'est de savoir écrire d'abord les substances qu'on a en présence. C'est de savoir quels sont d'identifier les types de substances en présence. Donc on va, la première des choses, donc quelles sont les actions à prendre en compte. Donc vous voyez maintenant ça, ce que je viens de mettre ici, ce sont les conditions. Les conditions à prendre en compte quand vous faites une réaction de combustion dans la bombe calorimétrique. Ce sont les conditions à prendre en compte. Maintenant, ce que je vais expliquer, ce sont les actions à prendre en compte quand justement vous faites une réaction en termes de calorimétrie et que vous voulez mesurer par exemple le delta H. Un, c'est de savoir les substances que vous avez en présence ou les échantillons. Les substances que vous avez en présence. Bon, quand vous avez les substances, si vous faites une réaction bien précise, dans la bombe calorimétrique ou ailleurs, si vous faites une autre réaction qui n'a rien à voir avec la réaction de combustion, la première des choses, c'est de savoir écrire l'équation. Donc, identifier, c'est d'identifier, comme on fait toujours en chimie, c'est identifier les réactifs. Identifier les réactifs. Donc, donner un nom à ces réactifs, savoir de quoi on parle. Quand vous avez du CO2, vous allez savoir que c'est du dioxyde de carbone, et tralala, chaque fois que vous avez une molécule devant vous, il faut identifier les réactifs. Bon, ensuite, quand vous avez identifié les réactifs, c'est d'écrire la réaction qui va avoir lieu, écrire la réaction avec les réactifs qui ont été identifiés au préalable. Voilà. Ensuite, c'est de savoir, qu'est-ce qu'on va voir comme produit, identifier les produits. Ici, je mettrai directement identifier les réactifs et produits. Comme ça, quand vous savez ce que vous allez avoir comme produit, vous pouvez l'écrire dans le second membre, et en écrivant la réaction en point 2,
avec les réactifs et les produits. Bon, mais c'est pas tout, parce qu'en chimie, vous savez très bien qu'il faut équilibrer la réaction. Il faut l'équilibrer, et c'est fondamental pour avoir la conservation de la quantité de matière. Ensuite, quand vous avez fait ça, ben, vous pouvez commencer à démarrer. Bon, ça, ce que vous venez de faire là, c'est tout simplement des écritures de chimie. C'est des lois conservatives de chimie, c'est des écritures de chimie. Or, ici, on n'est pas qu'en chimie, on est en thermochimie. On est en thermochimie. Donc là, il faut identifier, il faut pouvoir... avant ça, parce qu'on est en thermochimie, c'est vrai que c'est un paramètre. Ici, c'est justement le but du jeu, c'est rechercher la variation d'enthalpie ou la variation d'énergie interne. Bon, d'abord, il faut savoir écrire les réactions. Bon, alors maintenant, si vous avez des tables, vous pouvez aller voir dans les tables les enthalpies, les delta H, voilà, les delta H à l'état à 298, là, comment est-ce qu'on appelle ça, en condition CSTP à 298.15, voilà, la variation d'enthalpie à 298.15 Kelvin, mais l'enthalpie standard. Donc, c'est celle qu'on établit voilà, à 298.15 Kelvin et à une pression de 100 000 pascal, voire 101 325 pascal s'il s'agit de l'ancienne table. Bon, donc en condition CSTP, il faut, si vous avez les enthalpies des réactions, ben, tant mieux, elles peuvent être positives ou négatives. Voilà, ça vous le savez en fonction des conventions, qui sont données en kilojoules par mole. En kilojoules par mole. Bon, on peut avoir les enthalpies voilà, directement de la réaction, ou les enthalpies, la variation d'enthalpie des réactifs, on peut avoir la variation d'enthalpie des produits, voilà, et ainsi de suite. On peut avoir la variation d'enthalpie de la réaction. Attention, ça c'est les réactifs ou les réactants réactifs, alors que ça c'est la réaction. Voilà, pas confondre. On peut avoir différentes enthalpies et rechercher certaines enthalpies qu'on devrait. Voilà. Alors, si la réaction est inversible, voilà, si elle est inversible, c'est on va dire, non totale, incomplète ou non totale, ou bien à ce moment-là, l'enthalpie est donnée dans un sens. Elle est toujours donnée dans le sens des réactifs vers les produits. Toujours. Si vous voulez l'inverse, ben, vous mettez un nombre négatif. Voilà. Donc si la réaction est incomplète, s'il est voilà, équilibré, ben, à ce moment-là, s'il est équilibré, à ce moment-là, vous écrivez, ce sera l'enthalpie standard qui sera donnée dans le sens réactif vers produit, et non produit vers réactif. Si vous voulez l'inverse, il faut inverser le signe. Voilà, si vous aviez un moins, pour aller des réactifs vers produit, il vous faut, voilà, le produit vers réactif pour une raison ou une autre, pour appliquer la loi de S, pour le faire intervenir dans un chemin de la loi de S, ben, vous allez rechercher réactif produit, par exemple, s'il est négatif, ben, il sera positif. Mais si réactif produit est positif, ben, si vous voulez le produit réactif, il sera négatif. Bon, voilà, donc il suffit, si vous inversez le chemin, il suffit d'inverser donc comment ça s'appelle ça, le signe. Le signe. Voilà. Donc, bon, maintenant, dans les réactions, il faudrait écrire. Donc, ça, c'est le point de vue thermique. Hein. Ça, c'est le point de vue matière. Point de vue matière, on équilibre on écrit la réaction, on identifie les substances en présence. Voilà, on les identifie, on les met en réaction, on sait ce qu'on va avoir en produit, on équilibre la réaction. Ça, voilà, voilà, c'est la conservation de la matière. C'est une loi conservative de la matière. Alors que là, ce que je vous mets là, c'est par rapport à des lois conservatives de la chaleur. Donc on est bien en thermochimie parce qu'on a ici des réactions chimiques avec conservation de matière, transformation de la matière avec conservation de la matière, et là, des transformations de chaleur avec voilà, conservation de la chaleur. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau matière, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau chaleur. Voilà. Alors,
les écritures en thermodynamique, pour les écritures des réactions, il faut identifier l'état. Bon, parce que je vous rappelle tout à l'heure qu'il y avait une équation delta H égale delta U plus, voilà, est égal à delta U plus RT delta NG. C'est la variation du nombre de moles de gaz. Alors bon, maintenant, si on n'a pas de variation de moles de gaz, ben, là, on n'aura pas ce terme-là, et donc on aura delta H égale delta U. Mais pour ça, il faut savoir d'identifier quels sont les gaz pour faire la variation du nombre de moles de gaz. Parce que si vous ne savez pas qui est-ce qui est un gaz ou pas, ben, vous ne savez pas faire la différence, avoir l'accroissement du nombre de moles de gaz. Donc la première des choses qu'on écrit, c'est d'écrire l'état en dessous de chaque substance, s'il est liquide, solide ou gazeux. Voilà, vous êtes obligé d'écrire ceci, donc d'écrire l'état physique des réactifs et des produits dans l'équation. Il faut le faire même dans l'équation en dessous ou au-dessus, peu importe, hein, en dessous ou en dessous de la substance. Donc il faut identifier les réactifs et produits, mais ainsi que leur état physique. Il faut décrire leur état physique. Alors, la température à laquelle la réaction est effectuée, bon, elle n'est pas quelconque, elle est à 298,15. Si aucune indication n'est donnée, voilà, la température indiquée sera de 98,15 s'il n'y aurait aucune indication autre qui est donnée. Donc, s'il n'y a pas de notion de température qui est fournie, c'est 298,15, sinon à ce moment-là, il faudra tenir compte de la température. Voilà, donc ce sont les principes qu'il faudra tenir en compte. Voilà, ce seront les principes à tenir en compte pour commencer à voir comment établir donc les réactions chimiques et notamment appliquer ce qu'on appelle la loi de Hess, auquel cas on devrait l'appliquer. Pourquoi? Parce que supposons qu'on ait quelque chose à calculer indirectement, c'est-à-dire quand je dis indirectement, c'est non pas sur bombe calorimétrique, hein, parce que là c'est une mesure directe, mais si on ne sait pas le faire, c'est impossible de le faire pour une raison ou une autre, on ne sait pas faire voilà, la recherche du delta H par la bombe calorimétrique, ben on peut le faire par voie indirecte. Et là, qu'est-ce qui nous vient en aide? Ben c'est la loi de Hess. Voilà, et ce que je verrai dans une autre vidéo. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.